Le but de cette vidéo est d'essayer d'éviter les noyades chez les personnes qui font des crises d'épilepsie, en particulier lors des activités de baignade en milieu naturel ou en piscine. Nous savons que la noyade au cours d'une crise est la première cause de mortalité accidentelle chez les personnes atteintes d'une épilepsie. On peut et on doit interdire la baignoire. Faut-il aussi interdire la natation ? Alors oui, donc les noyades sont une cause majeure de mortalité chez les patients épileptiques. Et parmi elles, il faut savoir que 70% se produisent dans le milieu privé. Donc concernant la baignoire, je crois que là il faut être clair. La baignoire doit être contre-indiquée, ou en tout cas évitée au maximum chez un patient avec épilepsie. Il y a d'autres mesures importantes en milieu privé, notamment de laisser la porte de la salle de bain ouverte. Concernant la natation, et bien sûr l'approche doit être individualisée, il n'y a pas de contre-indication formelle, mais ça dépend du type d'épilepsie, de l'observance thérapeutique et des possibilités de surveillance et d'accompagnement du patient. Est-ce que c'est en fonction donc, de ce que vous venez d'énoncer que vous délivrez ou pas le certificat médical d'aptitude à la natation ? Alors tout à fait, on va tenir compte des caractéristiques de l'épilepsie, de l'entourage du patient, de ses motivations, de son observance thérapeutique, c'est très important. Tout ça pour faire un certificat qui devra tenir compte de notre envie de donner une autonomie aux patients épileptiques, mais aussi d'assurer des règles de sécurité élémentaires dans ce domaine. D'une façon générale, ce qui est important, c'est que le patient puisse informer complètement les personnes qui sont en charge de sa surveillance, de sa sécurité, notamment les maîtres nageurs dans un club de natation, dans une piscine publique. Bonjour. On peut se baigner quand on fait des crises d'épilepsie ? Oui, mais je dois avoir l'autorisation de mon médecin. Je dois être accompagnée de quelqu'un qui connaît mes crises et le type de crise que je fais et vous prévenir des éventuelles crises que je peux faire. Bonne baignade, profitez bien. Merci. Merci beaucoup. Je vous surveille. Merci. L'autorisation mentionne régulièrement sous surveillance rapprochée. Alors la natation en piscine publique doit être bien sûr accompagnée par une surveillance de très près, par un maître nageur qui doit être au courant de la pathologie du patient et des premiers signes d'alerte. Ce que l'on conseille aussi, c'est qu'il y ait un accompagnant qui soit à côté du patient dans le bassin avec lui. En tout cas, il faut qu'il y ait une surveillance de tous les instants du patient avec une épilepsie. Nagez de préférence sur la première ligne, ce qui évite de franchir les lignes de flotteurs et vous permet de vous accrocher au bord si vous sentez venir une crise. Préférez également un bassin aux normes avec l'eau qui affleure la margelle. Il est très important de repérer rapidement le début d'une crise. Ça peut être un brusque ralentissement puis une interruption des mouvements de natation, parfois des convulsions. Parfois une anomalie du comportement, la personne se rapproche brusquement du bord ou part dans une direction quelconque. Samuel ! Le sauveteur a pour objectif immédiat de permettre à la victime d'avoir la tête hors de l'eau. L'extraire du bassin est moins urgent. Attention, ces gestes ne doivent être pratiqués que si vous savez les faire, sans quoi vous vous mettez en danger. Si vous n'êtes pas expérimenté, vous appelez à l'aide, rien d'autre. Le second maître nageur a appelé les secours. La personne doit être examinée, principalement pour vérifier qu'elle n'ait pas inhalé de l'eau. Ça va aller, ça va aller. Allez, vous reviens. Mademoiselle, vous m'entendez ? Mademoiselle ? Reviens à nous. Mademoiselle ? Allez, s'il te plaît. Elle respire. Sors juste l'oxygène. Allez, Lou. Si la personne présente une crise tonico-clonique, n'essayez pas d'entraver ses mouvements. Placez simplement une serviette ou un vêtement sous sa tête pour éviter qu'elle ne se cogne contre le carrelage. Comme après toute crise d'épilepsie, il faudra être très vigilant au réveil, la personne pouvant être agitée ou confuse. Il n'y a pas de connaissance. Ça va aller, Lou. Ça va aller. Votre accompagnateur, il est là. Donc. Ça va aller, hein. D'accord ? On va vous couvrir. Hein. Pour pas que vous ayez froid, mais ça va aller. D'accord ?
Dis-moi Samuel, je vois que tu portes un gilet, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, parce qu'en fait, quand je vais à la plage, quand je veux aller me baigner, je suis un petit peu obligé d'en mettre un parce que voilà, je suis épileptique, donc je peux faire des crises d'épilepsie. Donc voilà, j'ai besoin d'un gilet de flottaison et au moins d'une personne qui puisse vérifier si je ne peux pas. Et puis voilà, le gilet de flottaison, en fait, il va me servir, enfin, il va te servir à pouvoir me repérer sur l'eau. Parce que sinon je coule et puis après c'est comme aller chercher une aiguille dans une bouteille de foin. Ça t'est déjà arrivé ça? Oui, ça m'est déjà arrivé dans le passé, mais c'est justement pour ça que je ne veux pas que ça se reproduise. D'accord. Et est-ce que c'est contraignant de porter un gilet comme ça? Oui, quand même, parce que je vois bien que les autres me regardent en se posant des questions. Est-ce qu'il sait nager? Est-ce qu'il ne sait pas nager? En bateau, les gilets de sauvetage sont obligatoires. Il faut distinguer les gilets d'aide à la flottabilité et les gilets de sauvetage. Tous répondent à des normes européennes. Les gilets d'aide à la flottabilité, qui ont des éléments flottants en mousse, assurent le maintien en surface, mais n'assurent pas la survie d'une personne inconsciente. Dans le cas de crise d'épilepsie, ils ne dispensent pas d'un accompagnant pouvant placer la personne en position dorsale et pouvant la sortir de l'eau. Ils ont l'avantage, par contre, de pouvoir être utilisés pour nager. Les gilets de sauvetage gonflables assurent le retournement de la personne et permettent donc la liberté des voies aériennes. Ils peuvent être utilisés par-dessus des vêtements ordinaires. Ils sont équipés d'un sifflet de détresse. Les modèles 150 Newton sont utilisables en mer ou dans un fort courant. Ils ont l'avantage de permettre une liberté de mouvement hors de l'eau, mais ne sont pas adaptés pour la natation. À côté des activités nautiques, il faut être très attentif au risque de perte de connaissance au bord de l'eau. Par exemple au bord d'un canal ou d'une rivière, à la pêche ou encore sur le quai d'un port. Certaines variétés d'épilepsie sont-elles plus exposées que d'autres? Qu'en est-il des absences notamment? Alors c'est une question importante. D'une façon générale, les risques accidentels sont plus forts quand il y a une perte de conscience, quand il y a des manifestations convulsives et bien sûr quand les crises sont fréquentes et mal contrôlées. Alors concernant les absences, il faut considérer que ce sont des vraies crises d'épilepsie dans lesquelles ce qui domine la manifestation, c'est un trouble de conscience et ce sont des crises qui exposent comme les autres à des dangers accidentels et notamment de noyade. En cas de crise rare, le danger est aussi présent et donc il faut redoubler de surveillance, peut-être même plus finalement, puisqu'on est peut-être moins attentif dans ces cas-là. Finalement, la mortalité liée à l'épilepsie a des causes assez directes. On pense au SUDEP, à l'état de mal, et aussi des causes indirectes, comme par exemple les brûlures, les accidents. Est-ce qu'on ne devrait pas intensifier la lutte ou la prévention des risques indirects? En effet, c'est un sujet très important, cette prévention des risques évitables. On a fait beaucoup de communication sur les SUDEP. Je crois qu'il faut faire aussi un effort de communication sur les risques évitables de décès chez le patient épileptique. Ça passe par des communications à travers des manifestations comme la Journée internationale. Ça passe aussi grâce à ce qu'on met en place comme éducation thérapeutique. Et ce sujet doit peut-être être un peu mieux abordé et développé dans cette éducation que l'on fait aux patients. Alors ici au Glénan, tu viens depuis déjà plusieurs années avec un groupe de résidents de la TEP, faire de la voile avec eux et avec d'autres jeunes. L'idée de la semaine ici sur la base des Glénans s'appuie quand même sur cette école des Glénans qui est quand même une des plus anciennes écoles du savoir-vivre. Donc le vivre ensemble, c'est aussi la thématique un peu de cette semaine, autour d'un bateau, mais aussi d'un espace de vie commun. On mélange deux publics parce que la différence, c'est une richesse.
Sur le bateau, ces jeunes avec épilepsie, est-ce que ça nécessite des précautions particulières? On applique strictement les mêmes règles qu'un bateau qui navigue avec des personnes lambda. Donc la majeure partie du temps, c'est le gilet. À partir du moment où on entre sur le bateau, le port du gilet est obligatoire. Et on l'enlève quand on sort du bateau, quand toutes les manipulations et les manœuvres sont terminées. Dans toutes les pratiques, en tous les cas, ce que nous, on va mettre en place, c'est la vigilance. C'est notre façon de nous adapter à ce handicap et à ces personnes qui nous demandent un peu plus de vigilance. Je pense qu'à partir de là, il faut réfléchir sur le risque, tous les risques possibles, envisageables, c'est même du virtuel, on imagine tout le spectre des risques et à partir de là, on va réduire les risques. La devise de l'association, c'est la vie d'abord. Ce qu'on veut essayer de faire comprendre, c'est que quelqu'un qui a une épilepsie doit pouvoir mener une vie aussi normale que possible, faire des choses intéressantes. Ici, on voit des expériences tout à fait extraordinaires pour des enfants qui vivent en institution. Est-ce qu'on peut vraiment tout faire? J'ai envie de vous dire oui. Moi, le ressenti que j'ai, c'est oui, dans la mesure où il faut toujours garder en tête qu'on est quand même le miroir de ses propres peurs. La meilleure façon d'enlever ces peurs, c'est de sécuriser, on en a déjà parlé, d'évaluer au maximum tous les risques possibles, même ceux qui sont improbables, et à ce moment-là, d'y apporter une réponse.